Voilà, on a fait nos 5 minutes de pause. Mathieu a repris des couleurs. Nous pouvons reprendre. Donc, c'est la suite des, des deux conférences précédentes. Donc, on a parlé de tri, de traçabilité. C'est vraiment le mot-clé, le fil conducteur de toutes ces conférences en matière de print, puisqu'on a vu que la législation avait évolué et qu'aujourd'hui, il faut montrer patte blanche, verte, comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut expliquer comment votre produit imprimé est conçu pour pouvoir bien le recycler et bien le valoriser. Donc, les enjeux sont importants. Et on va aborder aujourd'hui un sujet sur donc le désancrage et l'endoblissement quand le print met le développement durable à l'épreuve. Alors ce sujet, je rêve de le faire depuis plusieurs années parce qu'on écrit beaucoup d'articles dans notre magazine et on fait beaucoup de conférences sur le salon en disant le print n'est pas mort, le print va survivre parce qu'il est ennobli, parce qu'il est beau, parce qu'il est magnifique. Et on fait d'autres conférences en disant puis en plus le papier c'est recyclable, c'est parfait. Et quand on mixait les deux, eh bien, un papier ennobli, bien ancré, eh ben, il n'est pas si facilement recyclable. Donc c'était un sujet un petit peu compliqué à monter, un petit peu politique. Et heureusement, des industriels s'en sont emparés et on a évolué. Et aujourd'hui, on a des solutions qui existent, c'est-à-dire qu'on a toutes les vertus du papier réunies sur un même support, à savoir qu'il est bien ancré, si on veut faire un bel imprimé, ou bien dosé en taux d'ancrage. Il peut être ennobli, et il peut être recyclé et valorisé puisque désancrable. Maintenant, c'est possible. Et je vais laisser la parole parce que j'aimerais bien qu'ils aient le temps d'expliquer tout leur cheminement. Donc, à mes trois invités. Donc, Mathieu, vous le connaissez. Ceux qui n'étaient pas là, je redis. C'est le responsable du département environnement et RSE uni qui porte aussi un prime vert en labellisation. Régis Ruiz, qui est chef de produit industrial printing chez Konica Minolta. Bonjour. Bonjour. Et Florent Sylvestre, qui est consultant expert print et qui, dans une vie pas si ancienne, était au sein de l'imprimerie, dirigeant de l'imprimerie Baron et Fils. Et c'est avec cette casquette que le procédé, on peut le dire, s'est mis en place. Donc c'est aussi un expert du print. Et ensemble ils ont monté ce projet pour faire en sorte qu'un produit ancré en numérique, en oubli, soit recyclable et valorisable. Je n'ai pas dit de bêtises. Maintenant, je vais vous laisser raconter l'histoire. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être encore Mathieu? Alors, Mathieu va commencer parce que, à l'initiative du projet et voir ensuite comment vous allez travailler tous les trois en mode de projet. Et aujourd'hui, c'est effectif. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Non, en effet, alors on n'a pas révolutionné la chose, mais on s'est confronté à trois problématiques. Trois problématiques parce que moi, en tant que responsable environnement à l'UNIC, je dois expliquer à mes imprimeurs qu'il faut concevoir les produits. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours au coût du print, service com, vous m'imprimez ça, combien ça me coûte, le devis, je paye. Ça, c'est une chose. Mais il y a souvent un coût caché qui est le coût de l'éco-contribution. L'éco-contribution, et j'en reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure, la petite frise, avec la responsabilité élargie du producteur. En gros, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que plus je fais un produit qui va être facilement recyclable, moins je vais devoir payer pour la fin de vie de ce produit. Et donc, en analysant les critères d'éco-modulation Citeo, on s'aperçoit que le jet d'encre est mal usé. Le jet d'encre ne se désancre pas, ou difficilement. Ça posait une problématique. Pourquoi? Parce que l'imprimeur, lui, il a une démarche responsable et il se dit « je veux faire des produits qui sont facilement recyclables ». Et en même temps, il travaille avec un client et il ne peut pas lui cacher la vérité. Et donc, il faut qu'il lui dise la vérité. En l'occurrence, on avait une imprimerie qui travaillait à la fois sur de l'offset et du numérique. Et donc, il se posait des questions sur le désancrage, est-ce que mon produit rentre bien dans une économie circulaire, etc. Et je vais être transparent avec mon client qui, lui, a une démarche responsable et souhaite faire des produits facilement recyclables. Et donc, je veux lui prouver que mon produit se désancre bien. Donc, partant de cette problématique-là, j'ai été contacté par l'imprimeur en question, qui m'a posé la question, me dire, voilà, j'envisage d'investir dans telle ou telle machine, est-ce que le produit est désancrable? Moi, je ne suis pas capable de dire est-ce que le produit se désancre ou pas. Il y a un cadre qui permet de prouver ça, c'est-à-dire qu'il fallait prouver au client la vérité, et donc il y a un test qui s'appelle le test INGD 11. INGD, c'est le désancrage en allemand. C'est un test qui permet de prouver que le papier, une fois arrivé dans un pulper papetier, va redevenir du papier, se désancre bien et donc ne perturbe pas l'économie circulaire des papiers. Mais en plus de ça, deuxième avantage, il permet aux clients, aux metteurs sur le marché, ce qu'on appelle, de bénéficier d'un bonus dans le cadre de l'éco-contribution de Citeo. Voilà. Il y a des malus, il y a des bonus. Si j'éco-consomme mon produit, je suis remercié grâce à
une éco-contribution qui va être plus basse que si je ne m'y intéresse pas et donc où je vais payer le maximum sur l'éco-contribution. Voilà pourquoi je parle toujours pas de coût caché, mais de double coût. Il y a un coût de production, d'impression, de communication et de l'autre côté un coût d'éco-contribution. Juste pour qu'on voit bien, parce que des fois certains malus ne sont pas assez prohibitifs, c'est assez prohibitif le malus de Citeo aujourd'hui? Alors, ça dépend du volume, ça dépend parce que c'est un coût qui fluctue. On est à 68 € la tonne. Après, il y a des critères qui se créent. Là, cette année, on n'a pas créé, mais il y a un nouveau critère qui est le malus huile minérale. On en a parlé juste avant, qui permet d'être malusé. Il y a des malus sur la flexo, sur le jet d'encre, sur certains procédés d'ennoblissement. Voilà. Mais Et c'est un prix qui va augmenter? C'est un prix qui va augmenter, qui a tendance à augmenter, puisqu'en fait, il a la vocation à couvrir le coût de gestion du déchet, in fine. Donc, plus le produit est facilement recyclable, moins ça va coûter cher. Moins le produit est recyclable, plus ça va coûter cher en termes d'éco-contribution. Voilà. Et ça, c'est souvent un coût qui est ignoré, à la fois par l'imprimeur, par mes connaissances, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir, ce n'est pas leur métier forcément, mais surtout par le client. Le client ne comprend pas ce système-là, et deuxièmement, ce n'est pas le même service. Parce que d'un côté, on a le service com chez le donneur d'ordre qui va exiger, vous m'imprimez vous allez me faire telle production, je veux imprimer ça, mais celui qui paye, c'est le service financier. Et le service financier, il voit ça comme il ne faut pas employer le terme, mais comme une taxe. Alors que ce n'est pas une taxe, c'est une éco-contribution. Mais voilà, c'est un coût, qu'il faut assumer, selon comment l'on conçoit le produit, tout simplement. Donc là, la question est posée. Alors, l'étape suivante, donc comment on prouve? Donc, c'est Konica qui intervient et qui va faire des tests à ce moment-là sur... Alors, effectivement, le contexte étant bien planté par Mathieu, c'est effectivement plus facile là, de compter un peu la suite de l'histoire. Nous, on avait déjà été alertés par certains de nos clients avant que effectivement cette éco-contribution eh bien, en fait, taxait d'un malus le jet d'encre en général. Donc cette question nous était déjà venue plusieurs fois directement. Or nous en étions même pas informés puisque en fait l'éco-contribution concerne le client de l'imprimeur et nous, fournisseurs et constructeurs de matériel, on n'est même pas prévenus en amont. Effectivement, ce sont ensuite des arrangements, j'ai envie de dire, locaux, puisque pour la France, c'est Citeo, et dans d'autres pays, il peut y avoir des réglementations différentes. Il y a des normes européennes, mais après, chaque pays reprend son niveau, on va dire, de contribution, ce qui ne facilite pas forcément l'approche pour un constructeur, puisque selon les pays, on peut être bon élève ou moyen élève. Voilà. Donc, bon, dans l'ADN de la société Konica Minolta, c'est une société japonaise, on fête les 50 ans de la création du département sur la RSE. Donc, l'éco-conception, l'économie circulaire, c'est des choses qu'on pratique. On a des gammes qui s'appellent Second Life dans certains domaines pour pouvoir réutiliser des matériels d'occasion reconditionnés. Donc c'est une vraie philosophie. Par contre, le produit imprimé, chez le client de l'imprimeur, ce n'était pas forcément quelque chose auquel on était confronté jusqu'à aujourd'hui. Donc on a été alerté auparavant. Et puis le jour où moi je suis rentré enfin dans le domaine de Citeo et que j'ai vu effectivement de mes yeux les malus affectés au jet d'encre. Pourquoi au jet d'encre? Peut-être qu'un jour on aura l'explication. Bref, sans savoir, effectivement, sans discernement, puisqu'il y a des choses qui étaient bonnes, d'autres qui étaient mauvaises. Mais quand j'ai eu un contact avec Citeo, avant même de rentrer en contact avec Mathieu, on m'a expliqué que voilà, c'était comme ça, mais qu'il n'y avait pas d'explication à donner par rapport à ça. Par contre, qu'il y avait une possibilité, c'était de prouver qu'on était désancrable sur notre machine avec tel papier et que dans ce cas-là, le malus sauterait effectivement parce qu'on en amenait la preuve et c'est bien effectivement dans le discours de ce que disait Mathieu tout à l'heure, cette tendance-là à devoir amener la preuve que l'on sait faire. Donc évidemment avec l'arrivée de la machine à l'imprimerie Baron et l'investissement, l'engagement en fait, de l'imprimerie qui était déjà là depuis plusieurs années puisqu'ils étaient imprimes verts mais aujourd'hui même prithétiques, effectivement on s'est très vite retrouvés tous les trois lors d'une réunion pour essayer de voir comment on allait pouvoir avancer, solutionner le problème pour les clients de l'imprimerie Baron et pour d'autres bien évidemment aussi, et pour Florent en l'occurrence. Et donc Florent, c'est vraiment, vous avez acheté la machine, c'est une KM1, hein? Ouais. Vous avez acheté la machine avant le test, en faisant confiance ou c'était un élément décisif? Pas du tout. Dans un premier temps, Konica nous a fourni un test qui avait 2 ans sur un papier sur lequel on n'utilisait pas du tout le papier, mais déjà on avait un test INGEDE qui prouvait que la machine avait la possibilité de rentrer dans la désancrabilité. Donc nous étions imprimeurs offset,
Donc là-dessus, on apportait des éléments. Nous avions des presses tonnerre, et là aussi, on apportait des éléments de réponse. Et dans un premier temps, lorsqu'on a regardé Citeo, on n'était pas dans le bon. Les éléments de réponse en offset et en tonnerre, c'était en désancrabilité aussi? Oui, tout à fait, ouais. Avec des vrais tests faits InGD. Et donc à partir de là, Konica nous a donné un test qui avait 2 ans. Outre le fait de la machine, du test, et qui rentrait dans notre univers d'imprimeur, lorsqu'on a installé la machine, donc pour la petite info, c'est mars 2020, donc une période formidable. À un moment donné, on a eu un temps de réflexion de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que peut-on mettre en place pour réactualiser cette information et surtout la mettre à l'échelle de l'imprimerie. Donc c'est là où on a fait un trinôme en se disant faisons 2 essais déjà, un de l'offset, un sur un coucher. Contactons une entreprise qui a pignon sur rue, un laboratoire qui est à Grenoble, qui s'appelle CTP. Centre technique du papier. Voilà, qui est très très, très bien, je recommande. Il y a des très bons ingénieurs, oui. Très bons ingénieurs qui ont trouvé la démarche très intéressante, nous ont bien expliqué les choses, il faut quand même le reconnaître. On a fait une visio très intéressante. Et là, à partir de là, on a fait le test sur 2 papiers de chez nous, avec leur forme. On fournit quelques feuilles de papier blanc, quelques feuilles imprimées. On l'envoie et on a un résultat assez rapide, avec une exposition complète avec les procédés d'utilisation du test, les retours et tout ça. Et à partir de là, on s'est rendu compte que sur un papier, on l'avait à 98%. Donc il faut savoir que c'est 70% si je ne m'abuse. 70 et 100 points. Et 100 points. Voilà. Et donc là, on avait 98, donc ça allait très très bien. Par contre, sur l'offset, même machine, même support, même machine, même encre. Et là, on n'était pas désancrable. Voilà. Donc là, mauvaise surprise. Mais de là, on a commencé à creuser avec CTP, qui nous a donné des éléments d'information. Et par la suite, Konica a fait un autre test sur un autre papier offset, d'une autre gamme, et ce papier est passé. Donc c'est là où on voit la notion de trinôme entre le papier, la machine et l'encre. Et l'encre, oui. Suite à ces essais-là, effectivement, nous on a effectivement fait une information auprès de notre siège pour effectivement contrôler ces résultats-là. Dans la foulée, un certain nombre de tests ont été refaits au niveau de l'Europe parce que c'est une démarche qui est européenne aussi. 6 nouveaux tests ont été réalisés sur différents types de supports, dont un coucher effectivement, qui ont été réalisés et qui ont été validés. Donc on travaille toujours sur des améliorations de toute façon, et là c'est important effectivement d'avoir cette transparence-là, de savoir que, on va dire quelque part, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut fournir quelque part à Citeo un certificat quelconque d'un papier, et qui suffirait de te fournir ce papier pour supprimer le malus. Or, il peut y avoir des papiers qui soient complètement désancrables avec des notes qui atteignent pratiquement les 100 points, et d'autres qui peuvent être beaucoup plus bas, dû à la nature du papier, dû en fait à cette trilogie entre le papier, l'encre et la machine, et que ça peut effectivement finalement fausser le résultat. Donc le but, il est vraiment important de le dire, c'est que nous, notre démarche, ça a été de tester un nombre de papiers important. On continue à le faire. On en parlera aussi sur l'ennoblissement, parce que des tests sont toujours en cours aussi. Et je demandais justement tout à l'heure, en parlant avec Florent, je disais, je ne sais même pas d'ailleurs sur l'offset, quels sont les papiers qui sont testés en fait en InGD et quels sont les résultats de tous les papiers. Puisque l'InGD, il faut savoir que c'est un procédé qui aujourd'hui a été créé pour l'offset, qui était majoritaire, qu'il est encore aujourd'hui en termes de volume, mais demain, il se peut que la balance entre les différents types d'imprimés change. Et pourquoi pas, peut-être que les usines qui font le désancrage seront obligées aussi de faire évoluer leur système de désancrage. Puisqu'un jour, si l'offset devient minoritaire dans les volumes, et ça, Mathieu l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est une question de volume. Si vous avez peu de papier désancré dans une usine, ça, on va dire, ça ne touche pas le papier, puisque au final, le désancrage va être une moyenne de l'ensemble des papiers. En revanche, comme c'est déjà arrivé dans une usine en Allemagne, si la majorité du papier n'est pas désancrable, vous allez plus loin que ça, puisque vous devez même arrêter la chaîne de désancrage, et ça peut causer des problèmes assez importants. Donc simplement pour dire qu'on a cette démarche de continuer et de tester différents types de papier,
Et juste pour finir sur ce sujet-là, c'est bien que c'est aussi à ce moment-là le rôle de l'imprimeur de devenir conseil de son client en disant voilà, avec tel type d'application, il vaut mieux utiliser tel type de papier pour avoir un résultat optimal en termes de désancrage. Donc j'ai bien compris, vous faites des profils en fait, entre l'encre que vous utilisez, le support que vous utilisez. Et alors le fait, qui désencre aujourd'hui les papiers en Europe, en France? Ça va être des usines de désancrage qui sont rattachées au papetier, puisque derrière, ils vont refaire de la matière. Le grand défi à l'heure actuelle de ces supports-là, j'en reviens à mon économie circulaire, c'est que le papier redevienne du papier. Mais est-ce qu'on a une usine en France qui désencre? C'est la mauvaise question, mais on n'en a plus. On en avait, je ne suis pas sûr. Et il y a aussi une réalité, tout à fait. C'est, quand on disait tout à l'heure, il faut que le désencreur, le papetier s'adapte. Il y a une réalité économique et techno, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait le pouvoir d'investissement sur des nouvelles machines pour faire tourner plus, il faut que ce soit plus performant pour pouvoir mieux désancrer. Est-ce qu'à l'heure actuelle, un papetier peut investir pour désancrer plus? Ça peut être un sujet pour une autre conférence. Oui. Mais on a fait une conférence ce matin avec Ivision et on voit des groupes qui investissent dans différentes stratégies en France, justement sur ces... Alors pas encore sur le désancrage, mais on en voit pour le traitement des plastiques, par exemple, sur des supports. Il y a un investissement annoncé de 850 millions d'euros et le site sera en France. Donc il y a sûrement toute une industrie autour de ce désancrage à créer encore. Alors il y en a en Europe, mais c'est vrai que vous êtes au début d'un mouvement, je pense. Donc c'est ça, vous travaillez avec des profils de papier. Oui, alors on travaille déjà avec des retraits sous couleur pour éviter de mettre une charge trop importante sur le papier. Ça, c'est la base. Et après, on profile des papiers et on voit le résultat par rapport à des tests qu'a fait Konica. Là où c'est très intéressant, c'est que Konica donne l'information. Dans un monde parfait, il faudrait que les imprimeurs et les industriels se parlent un peu plus et mettent à disposition les tests. Alors, lorsqu'on fait un test Inge 2, on a le nom de la machine, le nom de l'encre et le nom du papier. Donc on a un profil, en fait. À partir de là, ça donne un certain nombre d'informations. Si on mettait en place une espèce de bibliothèque où les gens puissent donner les informations et les prendre à la volée, ça permettrait d'orienter les clients et de leur dire, ce coucher-là, vous êtes habitué à ce coucher-là, mais si on prend ce coucher, vous aurez un meilleur résultat et du coup, vous rentrez dans une économie plus vertueuse. C'est mettre à disposition l'information. C'est vrai que dans notre métier, c'est souvent chacun pour soi. Non, et puis cet exercice était vraiment très intéressant. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a d'un côté... Enfin, moi, mon positionnement au niveau de la fédération avec des imprimeurs qui me questionnent sur de nouvelles technologies, sur des technologies par rapport à l'aspect environnemental et du recyclage. De l'autre côté, on a l'utilisateur, qui est donc l'imprimeur, qui lui est propriétaire de la machine, qui va l'utiliser, mais qui ignore en fait ces sujets-là, ou qui du moins a du mal à comprendre, donc il faut vulgariser la chose, mais qui peut aussi répondre à des problématiques commerciales vis-à-vis de son client, qui vont bien sûr être cohérents avec la démarche du client. Et puis, on a des fabricants qui ont besoin de prouver vis-à-vis de leurs utilisateurs que ces produits sont vertueux ou du moins rentrent dans une certaine... Tout le monde a y gagné. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, vous avez des demandes de clients finaux? Ah oui, nous, la démarche, elle était alors déjà individuelle pour rester dans une économie vertueuse, mais nous avons toujours des clients qui sont attachés au respect de l'environnement et qui écoutent les informations. Ou à un moment donné, je vous donne un exemple, du papier recyclé, il n'y en avait plus trop dans le coin, et les gens voulaient du papier recyclé, sauf qu'il venait d'Afrique du Sud. Oui. Ah bon, on sait, être recyclé, c'est pas forcément être vertueux. Voilà, parce qu'il y a un cycle. Il y a une culture. Donc c'est vrai que si on va sur ces informations-là, on donne un maximum d'éléments au client pour faire son choix. Après, à la fin, c'est lui qui paye, hein, mais il a toutes les informations. Je vais juste ajouter un point par rapport à cette notion-là. On sait que dans le domaine du développement durable, Mathieu l'expliquerait mieux que moi, il faut quand même s'intéresser à l'image complète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre non plus qu'un petit segment de la production en se disant là je suis meilleur ou je suis bon. Un exemple concret, toujours avec la KM1, c'est une machine avec des encres UV, donc du jet d'encre UV, qui permet d'avoir une très très bonne résistance au frottement quand on imprime un document, notamment dans le packaging.
eh bien en fait, on peut avoir des frottements et l'encre ne va pas partir, il n'y aura pas de traces. Ce qui n'est pas toujours le cas sur certains types d'impression. C'est pour ça qu'on pellicule très souvent. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. C'est-à-dire qu'effectivement, si on imprime et qu'on n'a pas besoin de pelliculer dans certains cas, là on ne parle pas de toutes les applications. Et là on a un client qui vient d'investir dans une KM1, ça a été annoncé aujourd'hui, qui s'appelle l'imprimerie Nouvelle La Ballerie, dans le domaine de l'édition. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont fait ce choix-là, c'est qu'ils ont proposé à des éditeurs des couvertures avec des papiers texturés, des choses comme ça, sans pelliculage, pour bien sûr ne pas casser l'effet de matière. Et ils ont fait des tests et ils se sont aperçus qu'effectivement, le fait de la résistance au frottement était suffisamment bonne pour ne pas avoir besoin d'avoir une étape supplémentaire. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est que vraiment, attention quand même à garder l'intégralité de l'image de la production pour ne pas tomber dans une analyse qui serait limitée à une étape et qui finalement ne reflèterait pas la complète réalité. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités pour la mise en place de... Toujours pas? C'est toujours très clair. C'est pas... Écoutez, je vous invite. Est-ce qu'on a des exemples d'imprimés Je vous ai amené ici quelques exemples qui sont réalisés avec la presse KM1, donc qui est une presse jet d'encre format B2, qui présente l'avantage de pouvoir en fait imprimer sur une gamme de médias extrêmement large. C'est les mêmes raisons qui font que les encres sont très résistantes aussi sur le média. Donc, qui sont ici en Obli. Donc on a effectivement aujourd'hui la possibilité d'aller sur les marchés de certains types de packaging, bien entendu de la communication ou sur d'autres types de documents. Et ça nous permet de rentrer aussi dans le domaine de l'ennoblissement numérique, puisque tu as abordé ce sujet-là tout à l'heure en préambule, puisque là, sur ces boîtes-là, on a des effets de vernis qui sont réalisés avec les systèmes jet varnish, et donc qui sont des vernis jet d'encre. Et là aussi, on est en train de travailler directement avec l'INGD aussi au niveau de l'Allemagne pour améliorer les formulations et avoir aussi des taux de désancrage qui soient cohérents par rapport à ce qu'on peut attendre d'un système comme celui-ci. Et là aussi, sur la dorure aussi, puisque si on peut désancrer le vernis, chez nous, on peut aussi désancrer la dorure puisqu'elle est collée elle-même sur le vernis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'en parle un petit peu comme ça en préambule, on n'a pas encore les résultats, il faut qu'on aille au bout du process pour pouvoir donner les éléments, mais c'est des choses qui sont en cours et on continue à travailler là-dessus. Non, c'est vraiment intéressant cette prise en compte par les fabricants aussi des problématiques. Et de toute façon, les technologies vont évoluer, vont changer. Quand je vous parlais tout à l'heure de transparence, moi je suis persuadé que demain, il faudra prouver tout ce qu'on affirme. On ne pourra plus simplement dire mon produit se désancre. Non, il faudra avoir le test avec le score qui va bien pour pouvoir prouver qu'on est conforme à la réglementation et bénéficier des bonus qu'on peut bénéficier. Donc, Et là justement, avec Citeo aujourd'hui, on en bénéficie. Vous êtes jusqu'au bout, ça y est, maintenant vous avez le document officiel qui fait que vous avez des bonus ou... C'est pas l'imprimeur qui bénéficie du bonus, que l'imprimeur en fait c'est là où on a la difficulté aussi avec toute cette éco-modulation, c'est que c'est le metteur sur le marché qui est responsable de son produit. C'est à lui de prouver la bonne conception du produit. Sauf que si le metteur sur le marché, le client n'a pas la connaissance du print et de savoir comment c'est conçu, eh ben, il va se référencer à son imprimeur. Voilà. Donc non, il a les éléments. Oui, vous avez déjà eu des retours de vos clients? Oui, les clients étaient satisfaits. Enfin, c'est la bonne nouvelle. Le choix de la machine, c'est toujours une nouveauté pour nous, parce que c'est un nouveau jouet. Mais pour le client, c'est aussi une révolution. Et de là, de le rassurer aussi en disant on a pris tout en main et on vous donne les mêmes résultats en changeant la technologie, c'est hyper rassurant. De toute façon... il va falloir le faire, ça va être obligatoire. Donc où on l'anticipe avec Mathieu qui connaît vraiment bien son sujet, avec des laboratoires à Grenoble, et on anticipe la chose et on subit beaucoup moins. Et dernière question pour Régis, c'est devenu un argument le fait d'avoir fait ce process tous les trois et d'avoir prouvé que c'était possible et que c'est mis en place aujourd'hui quand vous parlez de la KM1, c'est un argument que vous mettez en avant? Le premier argument, c'est déjà de savoir de quoi on parle. Parfois, c'est déjà un début, c'est-à-dire d'aller au fond de la technique de désancrage, de mieux comprendre les normes et les contraintes, même de pouvoir parler d'éco-conception, parce que Citeo, il publie même un document qui permet de mieux concevoir ses impressions. On parlait tout à l'heure de moins utiliser d'encre. Il y a un guide que vous pouvez télécharger sur le site de Citeo qui vous aide à concevoir des documents
assez proche visuellement en utilisant beaucoup moins d'encre, par exemple. Donc c'est un petit peu dans le même esprit. Donc ça permet déjà de monter en compétence, il faut le dire, pour nous, pour l'entreprise. Et bien évidemment, en termes de présentation aux futurs clients, il est important qu'on puisse les rassurer puisqu'ils savent généralement comment ça fonctionne parce que leurs clients leur ont dit, leur ont demandé des comptes et leur ont dit ah là là, est-ce que je ne vais pas payer le fameux malus de 5% Forcément, on peut le rassurer, on peut surtout leur montrer les preuves avant d'aller plus loin dans la discussion de façon à, j'ai envie de dire, d'éliminer cette notion-là, même si pour nous, elle est toujours là en arrière-plan et qu'on continue à travailler dessus. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui doit continuer d'évoluer. Oui, puisque plein de nouveaux supports arrivent sur le marché, donc il faut les tester à chaque fois. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous invite à vous rendre sur le magnifique stand de Konica Minolta, parce que c'est quand même un des plus beaux stands du salon, je trouve. C'est un avis très personnel, mais vous avez plein d'exemples de... C'est très personnel, mais vous avez un exemple énormément d'impressions, justement, et quand vous savez que c'est des encrables, elles sont encore plus belles, quand même. Et puis Mathieu est toujours là. Mathieu sera sur le stand de l'Unique, et où il parlera... où il peut vous prodiguer ses conseils si vous voulez aussi monter des projets de ce type. Si vous voulez faire l'exercice, si vous êtes imprimeur et que vous voulez faire le même exercice avec d'autres technologies, moi je suis partant. Voilà, le message est lancé et merci Florence Yvette. Il est prêt. Hein. Merci Florence Yvette d'être venue témoigner. Évidemment, cette conférence est filmée, disponible en replay sur notre site et sur la plateforme dès la semaine prochaine. Et vous aurez les contacts de nos intervenants et dont de Mathieu si vous voulez continuer l'aventure avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À suivre une autre conférence RSE, mais sur les formations et l'humain. Merci beaucoup. Au revoir.